L'esclavage est un système juridique et social qui applique le droit de propriété aux individus, dits esclaves. Par opposition, un individu ne faisant pas l'objet d'un tel droit de propriété est dit libre. Le propriétaire d'un esclave est quant à lui appelé maître. Défini comme un outil animé, par Aristote, l'esclave se distingue du serf, du captif ou du forçat, condition voisine dans l'exploitation, par l'absence d'une personnalité juridique propre. Des règles, coutumes, lois, variables selon le pays et l'époque considérée, fixent les conditions par lesquelles on devient esclave ou on cesse de l'être, quelles limitations s'imposent au maître, quelle marge de liberté et protection légale l'esclave conserve, quelle humanité, quelle âme, sur le plan religieux, on lui reconnaît, etc. L'affranchissement d'un esclave, par son maître ou par l'autorité d'un haut placé, fait de lui un affranchi, ce qui lui donne un statut proche de celui de l'individu ordinaire. Un esclave en fuite qui a échappé à son propriétaire est appelé marron. Esclave sur le pont d'un navire, vers 1900. Au fil des siècles, trois commerces à grande échelle, les traites négrières, ont prospéré en s'approvisionnant spécifiquement sur le continent africain. La traite orientale, 17 millions de déportés, sur 13 siècles, dont la traite dite arabe était la composante principale, la traite intra-africaine, 14 millions de déportés, sur plusieurs siècles, et qui a lieu majoritairement au XIXe siècle, et la traite atlantique, 11 millions de déportés, dont 90% sur 110 ans. On notera que les estimations sont parfois contestées, surtout pour le nombre de victimes de la traite intra-africaine. En tout cas, l'impact sociologique, culturel et économique, tant dans les régions esclavagistes qu'en Afrique, où se trouvaient les trois grandes villes du trafic d'esclaves, Tombouctou, Zanzibar et Gao, est particulièrement important, et les trois traites restent fortement gravées dans les mémoires. Le terme moderne, esclavage, vient du latin médiéval sclavu. Le mot « esclave » serait apparu au Moyen Âge à Venise, où la plupart des esclaves étaient des Slaves des Balkans, alors appelés esclavons, terme issu du grec médiéval dont certains furent vendus jusqu'en Espagne musulmane. Rome pratiquant l'esclavage, comme d'autres peuples antiques, le latin disposait de plusieurs termes pour désigner l'esclave selon son statut, mais celui que l'on retient généralement est le mot servu qui a conduit au terme « servile » et « servitude » relatif à l'esclave et à sa condition. Ce mot a aussi donné naissance au terme « serf » du Moyen Âge et au moderne « service » et « serviteur ». Nommer l'esclavage est difficile. La notion peut s'approcher, mais elle stigmatise, prétendant par sa seule utilisation identifier quelqu'un, et le terme est souvent refusé par qui subit l'esclavage. Ainsi Nice Pug, une de ces femmes qui, un jour de 1936, recevant des enquêteurs de l'État fédéral aux États-Unis qui voulaient recueillir le témoignage des derniers esclaves encore vivants, leur répondit « Je suis née esclave mais je n'ai jamais été esclave ». Et une autre femme, Abina Mansa, qui, en 1876 devait expliquer à un juge de l'Empire britannique au Ghana si elle avait été esclave, lui a répondu qu'on lui avait dit qu'elle était esclave de son maître, l'apprenant, avait voulu fuir. Zhang Ru, un des meneurs d'une révolte en Chine à la fin de la dynastie Ming au XVIIe siècle, répondant au juge qui lui demandait les motifs de l'insurrection, dit « Je ne désirais rien d'autre que de ne plus être esclave ». Enfin, l'un des plus célèbres d'entre eux, Ésope, dont les histoires ont inspiré Socrate, Marie de France, poétesse, et tant d'autres, disait de lui-même « Je suis un être de chair et de sang ». Il existe deux approches pour définir l'esclavage. La première est de s'appuyer sur l'état de propriété qu'exerce le maître sur la totalité de la personne esclave. C'est l'approche de la Convention relative à l'esclavage, 1926. Elle a évolué en considérant que, mieux que l'état de propriété, la possession, la contrainte par la violence du corps des victimes qualifiait mieux en droit l'esclavage. La deuxième façon d'élaborer une définition est de travailler à partir de la désocialisation et l'exclusion sociale imposée à l'esclave. Pour tirer profit de l'esclave, il s'agit de faire plus que de le déshonorer, et le sociologue Orlando Patterson qui a travaillé sur ces questions en Jamaïque et aux États-Unis montre le principe de mort sociale. Ces deux modes de définition ne sont pas contradictoires.
Que ça soit l'appropriation des personnes, que ça soit leur désocialisation, même lorsque ces éléments sont ponctuels, même lorsqu'ils découlent d'un contrat supposé libre, elles distinguent bien l'esclavage des autres statuts de dépendance. Elles peuvent s'inscrire dans des modalités différentes, comme celle de la race, mais elles sont toujours le produit d'une institution esclavagiste. L'esclavage interne, par opposition à l'esclavage externe, se caractérise par la réduction en esclavage des membres d'une communauté, religieuse, étatique, lignagère ou autre. L'esclavage interne, pouvant être assimilé à l'esclavage pour dette ou à cette forme amoindrie que l'on nomme servitude pour dette, résulte de la possibilité de vendre ses enfants en esclavage, de se vendre soi-même ou d'être réduit en cette condition pour cause de dette insolvable. A contrario, l'esclavage externe est celui qui a pour source ultime la guerre. À l'exception possible des Aztèques, il n'existerait aucun exemple de société qui pratiquerait l'esclavage interne sans pratiquer aussi l'esclavage de guerre. L'esclavage interne n'est donc pas un cas particulier de l'esclavage en général. Ni l'Europe chrétienne, ni le monde arabo-musulman n'ont pratiqué l'esclavage interne. En revanche, à l'époque précoloniale des traites négrières, les deux considéraient légitime de se pourvoir en esclaves en Afrique. Dans l'Antiquité, les esclaves sont indispensables au fonctionnement des carrières qui fournissent les matériaux des grands ensembles architecturaux des grandes cités romaines ou grecques. À Athènes, les esclaves sont les principaux extracteurs des mines d'argent du Laurion, nécessaires à la stabilité monétaire de la cité grecque. Lophée estime même que près de 30 000 esclaves ont pu travailler dans ces seules mines et leurs moulins de traitement. Sous l'Empire, à Rome, la condamnation aux mines, at metalla, fait partie des sanctions juridiques les plus redoutées. Au Moyen Âge, les esclaves sont utilisés, à Gênes par exemple, dans l'exploitation des salines. Dans les colonies espagnoles d'Amérique, les esclaves noirs mais surtout indiens sont massivement utilisés dans les mines d'or, d'argent et de cuivre. Les Portugais importeront de leur côté des esclaves noirs pour l'exploitation des riches gisements aurifères brésiliens du Minas Gerais, découverts à la fin du XVIIe siècle. Souvent lié à de grands domaines, l'esclavage agricole se développa massivement dans l'Antiquité. À Athènes ou à Rome, il dominait dans les exploitations dont les besoins en main-d'œuvre dépassaient les seules forces d'une famille et conduisit un système esclavagiste absolu, c'est-à-dire qui combinait le recours à un milicus, serf, et à une main-d'œuvre fondamentalement servile, servus. À Sparte, les ilotes, dont le statut était proche de celui d'esclaves, fournissaient l'essentiel de l'approvisionnement de la cité. À la fin de la République, les grandes oliveraies et les grands vignobles de l'Italie centrale utilisaient quasi exclusivement des esclaves. L'ergastule était une des modalités de gestion de la population d'esclaves considérée comme la plus dangereuse. C'est de ces régions à forte concentration en esclaves, notamment le sud de la péninsule et la Sicile, dans des zones pratiquant un élevage extensif, que partirent les grandes révoltes serviles auxquelles fut confrontée la République. Malgré le développement du servage en Occident à partir du 8e siècle, l'esclavage resta présent dans le monde rural, notamment au sein des domaines agricoles des monastères. Dans le monde arabe, l'emploi à grande échelle des esclaves sur les domaines agricoles est également bien présent, notamment en Irak au XIe siècle, où vivaient dans l'esclavage plusieurs dizaines de milliers d'esclaves noirs d'Afrique de l'Est. De la même façon, les sultanats de la péninsule arabique et de la côte africaine pratiquaient l'esclavage, notamment pour la production de produits agricoles, sésame, céréales, etc. Au XIXe siècle, c'est une société de plantation qui se développa également dans le sultanat de Zanzibar à la suite de l'explosion de la demande en clous de girofle. En Mésopotamie, les esclaves sont notamment utilisés pour la culture de la canne à sucre, fortement consommatrice de main-d'œuvre. Après les croisades, l'Europe reprit ce mode d'organisation du travail dans les régions où elle tenta d'importer cette culture, notamment dans la péninsule ibérique et dans les îles méditerranéennes.
L'exportation de cette économie de plantation par les Portugais dans les îles Atlantiques, îles Canaries, Sao Tomé, puis par eux et les Espagnols sur le continent américain, s'inscrit dans la continuité de ce déplacement vers l'ouest. Ce système devient caractéristique de la colonisation américaine, qui se tourne presque immédiatement vers l'esclavage pour l'exploitation du sol. La culture de la canne à sucre fut ainsi à l'origine de la traite négrière qui se mit en place au XVIe siècle. Puis, le développement des cultures du café, du tabac, du coton, etc., soutiendra, dans l'Amérique du Sud, du Centre et du Nord le niveau de la demande en main-d'œuvre servile. S'il n'a pas une fonction directement économique, l'esclavage domestique permet aux propriétaires de dégager un temps libre, l'otium, indispensable aux activités sociales, politiques et artistiques. Il est très répandu à Rome et à Athènes, où même la plupart des citoyens pauvres possèdent souvent un esclave domestique. Ainsi, selon Moses Finlay, à Athènes, tout homme, financièrement en mesure d'avoir des esclaves, en possède au moins un. Il s'agit le plus souvent d'un homme à tout faire, qui le suit dans tous ses déplacements, en fonction de ses ressources, d'une femme, astreinte aux tâches ménagères. Quasiment absent du monde agricole, l'esclave est au contraire omniprésent dans la sphère domestique arabe. La division sexuelle du travail, comme dans l'Antiquité gréco-romaine, nettement marquée. Là où les hommes servaient de jardiniers, gardiens et hommes à tout faire, les femmes occupaient les fonctions de nourrice, femmes de chambre, couturières ou cuisinières. La grande majorité des « petits blancs », les paysans pauvres des Antilles françaises, possédaient eux aussi un esclave destiné aux tâches domestiques. Dans les couches les plus aisées de la société blanche ou noire, l'esclavage domestique revêt souvent une fonction ostentatoire. On évalue qu'à l'apogée de l'Empire assyrien, une famille aisée de Babylone possède en moyenne de 3 à 5 esclaves. Au Xe siècle, un calife de Bagdad, sous la dynastie abbasside, ne possède pas moins de 10 000 esclaves. L'exploitation du corps des femmes pour des fonctions reproductives ou de plaisir constitue un motif récurrent de réduction en esclavage. Les récits mythologiques antiques sont un indice du caractère commun que revêtait cet esclavage sexuel. Le cycle troyen mentionne à plusieurs reprises cette forme d'esclavage, c'est notamment le sort réservé par les Achéens aux femmes troyennes après la prise de la cité d'Asie mineure. L'esclavage sexuel est de fait largement répandu dans l'Antiquité, par le biais de la prostitution mais aussi à travers les relations entretenues entre maîtres et esclaves des deux sexes. Les témoignages semblent indiquer que ces dernières n'étaient pas rares à Rome. Dans le monde arabe, l'exploitation sexuelle constitue pour Gordon Murray la raison la plus courante d'acquérir des esclaves. Le statut de concubine est ainsi réservé aux seuls esclaves. En cas d'enfantement, ces dernières étaient protégées de la vente et pouvaient se voir accorder un affranchissement. Dans les maisons musulmanes les plus aisées, la surveillance des femmes dans les harems est confiée à un ou plusieurs eunuques, qui constituent une autre incarnation du pouvoir accordé aux maîtres sur les fonctions de reproduction de ces esclaves. La dynastie musulmane des Séfévides ou les sultans de Constantinople entretinrent des harems de grande dimension dont le fonctionnement influa de manière notable sur la vie politique. Plus généralement, harem et concubinage constituaient deux éléments fondamentaux de la société patriarcale. Si aucun statut équivalent à celui de concubine n'existait dans la chrétienté, l'exploitation sexuelle des esclaves des colonies américaines était fréquente comme l'atteste le nombre élevé des métissages qui obligea souvent les autorités à se pencher sur le statut des enfants nés de ce type d'union.